Bonjour et bienvenue à cette initiation pratique à la bibliométrie. Je m'appelle Pierre-Emmanuel Roy et je suis bibliothécaire à l'Université du Québec à Rimouski. En bibliométrie, ce qu'on analyse, c'est l'activité scientifique. La bibliométrie, ça répond à des questions comme quelles sont les institutions ou les chercheurs les plus productifs dans tel ou tel domaine de recherche? Quel est l'impact scientifique d'un article ou d'une revue? Quels sont les sujets émergents ou les réseaux de collaboration dans mon domaine de recherche? La bibliométrie, c'est donc un outil très puissant, ça peut nous apprendre toutes sortes de choses. Et on voit effectivement que la bibliométrie suscite de plus en plus d'intérêt depuis plusieurs années. Vous voyez ici un graphique que j'ai créé dans Web of Science, qui est une base de données de publications scientifiques. Ce qu'on voit ici, c'est le nombre de publications, année après année, dont le titre ou le résumé fait référence à la bibliométrie. Et on constate que ça monte en flèche depuis quelques années. Le nombre de publications semble baisser en 2025, mais c'est simplement parce que l'année n'est pas encore terminée. Cet intérêt croissant pour la bibliométrie, c'est dû à différents facteurs, entre autres le développement des outils d'analyse bibliométrique, qui sont de plus en plus efficaces et accessibles, et on va en voir quelques-uns. À la bibliothèque de l'UQAR, on reçoit de plus en plus de questions et de demandes qui touchent à la bibliométrie. On a donc publié récemment un nouveau guide sur le sujet. Ça se trouve sur le site web de la bibliothèque sous l'onglet « Services ». Et donc si après la présentation vous voulez en savoir plus, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Le guide contient différents outils et quelques éléments interactifs qui peuvent être intéressants à explorer. Il y a entre autres un réseau interactif, celui que vous voyez ici, qui représente les principaux domaines de publication à l'UQAR. Et on va voir tantôt comment créer ce type de réseau. Ce que je vous propose dans cette formation, c'est une initiation à la bibliométrie. On va voir d'abord rapidement quelques notions de base. Ensuite, on va se pencher sur l'approche la plus connue en bibliométrie, qui est mesurer la performance scientifique. La performance scientifique d'un chercheur, d'une revue, d'une institution, on peut la mesurer à partir d'indicateurs bibliométriques classiques. Et on va voir aussi dans quelle mesure on peut mesurer l'impact social de la recherche. Après, on va se pencher sur la seconde des deux principales approches en bibliométrie, cartographier la science, ou science mapping en anglais. Et à travers tout ça, je vais faire quelques démonstrations. On va voir entre autres comment obtenir des données bibliométriques pour ensuite les cartographier. Commençons par le début. Qu'est-ce que c'est la bibliométrie? La bibliométrie, c'est l'analyse de l'activité scientifique, de différents aspects de l'activité scientifique. Et comment est-ce qu'on procède à cette analyse? Eh bien, en général, on utilise des métadonnées de publications scientifiques. Autrement dit, des données qui nous renseignent sur ces publications scientifiques. On peut aussi appeler ça des données bibliographiques. Et en bibliométrie, on utilise généralement des méthodes statistiques pour analyser ces métadonnées. Je vous donne quelques exemples de données qu'on utilise en bibliométrie. Si je me trouve un ensemble de publications sur un certain sujet, par exemple, je peux analyser les noms des auteurs pour découvrir des réseaux de collaboration. Je peux aussi analyser les titres et les résumés des articles pour identifier les notions fondamentales dans cet ensemble de publications. Les titres, les résumés, c'est des métadonnées. Je peux analyser les affiliations des auteurs pour comprendre comment les universités et les autres institutions de recherche collaborent et pour identifier les institutions particulièrement productives ou influentes. Je peux aussi me servir d'autres métadonnées comme les noms des revues, les années de publication, les citations reçues, etc. Bref, les métadonnées, c'est tout simplement des données qui nous renseignent sur des publications scientifiques. Et c'est ça qui est à la base de la plupart des analyses bibliométriques. Les métadonnées, on les obtient dans des bases de données de publications scientifiques. En bibliométrie, on utilise beaucoup Scopus et Web of Science. OpenAlex est une nouvelle source de données qui est de plus en plus populaire. Et il y en a plusieurs autres, Dimensions par exemple. Ces bases de données sont couramment utilisées en bibliométrie parce qu'elles ont certaines qualités. Elles couvrent une grande partie de la littérature scientifique dans plusieurs disciplines. Elles contiennent aussi des métadonnées riches. Elles ont aussi des métadonnées de qualité, en tout cas surtout pour Scopus et Web of Science. Et ces bases de données nous permettent d'exporter facilement les métadonnées des publications. Mais ces sources de données ont aussi des limites. En particulier, elles ont un biais qui favorise d'abord les articles, au détriment par exemple des livres, des rapports ou d'autres types de publications. Un biais qui favorise les sciences naturelles et qui favorise aussi les publications en langue anglaise. Autrement dit, si un chercheur écrit des articles en anglais dans le domaine de la biologie, ces publications vont généralement se trouver dans ces bases de données.
Mais si un chercheur écrit des livres en français dans le domaine de l'histoire ou de la littérature, ces publications seront souvent absentes de ces bases de données. Et donc, les bases de données qu'on utilise en bibliométrie n'ont pas un contenu représentatif de toute la production scientifique. La bibliométrie, on considère généralement que ça se décline en deux principales approches. D'abord, mesurer la performance scientifique, par exemple l'impact ou la productivité d'une chercheuse. C'est souvent à ça que les gens pensent quand ils entendent parler de bibliométrie, aux indicateurs de performance. Et ensuite, deuxième approche, cartographier la science. Autrement dit, prendre les métadonnées d'un ensemble de publications et les représenter visuellement, souvent sous forme de réseau, pour repérer des tendances. Commençons par examiner la première des deux principales approches en bibliométrie, mesurer la performance scientifique. Ici, on a deux notions absolument fondamentales. D'un côté, la notion de production. La production, on la mesure généralement à partir du nombre de publications, tout simplement. On peut mesurer la production de n'importe quelle entité, un chercheur par exemple, une institution, une revue, un pays. Et de l'autre côté, on a la notion d'impact. On mesure traditionnellement l'impact d'après le nombre de citations reçues. Une publication qui reçoit beaucoup de citations a donc un impact élevé. Bien sûr, cette manière de mesurer l'impact a certaines limites, et on va y revenir. Ces deux notions, la production, l'impact, sont à la base des indicateurs bibliométriques classiques. Les indicateurs bibliométriques, ça mesure généralement la performance scientifique. Autrement dit, un indicateur bibliométrique, c'est un chiffre qui nous renseigne sur la performance d'un chercheur, par exemple, ou d'une revue scientifique, ou d'une institution de recherche. L'utilité des indicateurs, c'est que ça nous aide à effectuer des comparaisons. Ça peut nous aider à comparer des chercheurs dans un processus d'embauche, à choisir la meilleure revue où publier un article, à identifier les publications fondamentales dans un domaine de recherche. Et c'est bien important de le souligner, même si c'est un outil parfois utile, les indicateurs bibliométriques ont des limites et ils sont souvent critiqués. C'est donc important de les utiliser avec discernement. On va revenir dans quelques minutes sur les limites des indicateurs. Mais d'abord, je vous présente quelques exemples d'indicateurs bibliométriques. Pour un auteur ou une autrice, un chercheur ou une chercheuse, il existe différents indicateurs de production ou d'impact. Le nombre de publications, par exemple, c'est un indicateur de production. Le nombre total de citations reçues, c'est un indicateur d'impact. On peut aussi faire la moyenne des citations par publication et constater par exemple qu'une chercheuse reçoit une moyenne de 3,6 citations par publication. Ça, c'est un indicateur d'impact. Et il existe aussi des indicateurs qui prétendent témoigner à la fois de la productivité et de l'impact d'un chercheur ou d'une chercheuse. En particulier, l'indice H, qui est d'ailleurs assez controversé. Dans la base de données Scopus, je peux consulter le profil d'un chercheur ou d'une chercheuse. On voit que cette chercheuse a 86 publications à son actif. Et on voit qu'elle a reçu plus de 40 000 citations. Ça, c'est des indicateurs bibliométriques et ça peut être utilisé dans différents contextes, notamment pour évaluer la performance de la chercheuse dans le cadre d'une demande de subvention. Et l'indice H, qu'on voit ici, c'est, je le rappelle, un indicateur de production et d'impact. Ce que ça nous dit, c'est que parmi les 86 publications de cette chercheuse, il y en a au moins 28 qui ont été citées au moins 28 fois. L'indice H, ça peut être un peu difficile à saisir. Je vous donne donc deux exemples pour vous montrer comment ça fonctionne. Imaginez un chercheur, le chercheur A, qui a publié 5 articles. Chaque article a été cité 5 fois. Le chercheur a donc un indice H de 5 parce que 5 de ses publications ont été citées au moins 5 fois. Si son dernier article avait été cité 4 fois, son indice H tomberait à 4. Je vous montre maintenant un deuxième exemple qui va vous faire comprendre pourquoi l'indice H est tellement controversé. Le chercheur B a publié 6 articles, donc un de plus que le chercheur A. Et certains de ces articles, comme vous le voyez, ont été cités des centaines de fois. Et malgré tout, son indice H est de 5, comme pour le chercheur A, même si le chercheur B a plus de publications et plus de citations. Même si le chercheur B a 6 publications, on ne pourrait pas lui accorder un indice H de 6, parce qu'on ne peut pas dire que 6 de ses publications ont été citées au moins 6 fois. Son indice H se limite donc à 5. Et donc vous voyez ici que l'indice H, même si c'est censé nous renseigner à la fois sur la production et l'impact d'un chercheur ou d'une chercheuse, ça ne parvient pas à exprimer la différence pourtant très claire
entre la production et l'impact de ces deux chercheurs. Voilà, on poursuit notre survol des indicateurs bibliométriques. Pour les articles maintenant, l'indicateur d'impact le plus courant, c'est simplement le nombre total de citations reçues. Il existe aussi un indicateur normalisé qu'on peut appeler l'impact citationnel normalisé, ou ICN. En anglais, on trouve souvent l'expression Field Weighted Citation Impact. Et cet indicateur, ça permet de comparer l'impact de publications qui sont issues de domaines où les pratiques de citation sont différentes. Et c'est utile parce que dans certains domaines, les articles reçoivent plus de citations que dans d'autres. L'impact citationnel normalisé tient compte de ces différences. Si un article a un ICN de 1, ça veut dire qu'il a été cité autant que la moyenne de son domaine. S'il a un ICN de 2, il a été cité 2 fois plus que la moyenne de son domaine, et ainsi de suite. Donc, en théorie, en tout cas, l'impact citationnel normalisé nous permet de faire des comparaisons entre différents domaines sur une base équitable. Passons maintenant aux revues. L'indicateur le plus connu pour les revues, c'est certainement le facteur d'impact. Le facteur d'impact, qui est calculé par la société Clarivate, nous indique en gros le nombre moyen de citations reçues par les articles d'une revue. Je vous donne un exemple. Le facteur d'impact 2023 de la revue Science était de 44,7. Autrement dit, les articles publiés dans Science entre 2021 et 2022 ont reçu en moyenne 44,7 citations. Et donc, les citations sont calculées sur un horizon de 2 ans. C'est très court, et c'est une des critiques qu'on a adressées au facteur d'impact. Une revue qui a un facteur d'impact très élevé, comme Science, c'est très prestigieux, et beaucoup de chercheurs veulent publier dans ces revues-là. Et ce n'est pas toutes les revues qui se voient accorder un facteur d'impact. Et donc, le fait même d'avoir un facteur d'impact, c'est associé à un certain prestige, surtout dans certains domaines de recherche. Après le facteur d'impact, on a d'autres indicateurs d'impact pour les revues scientifiques. Il y a le CiteScore qui est calculé par l'éditeur Elsevier, il y a l'Eigenfactor, etc., etc. Je vous encourage à consulter le guide de bibliométrie de la bibliothèque si vous voulez en savoir plus. Et finalement, il faut être conscient qu'il existe de faux indicateurs d'impact. Il y a des revues prédatrices qui s'inventent des indicateurs d'impact pour vous inciter à publier chez elles et bien sûr à leur payer des frais de traitement d'articles. Ces indicateurs peuvent avoir l'air convaincants au premier coup d'œil, mais ce n'est pas des indicateurs reconnus et ça ne repose pas sur une méthodologie transparente. Ça sert seulement à vous convaincre de publier dans ces revues prédatrices. Dans la base de données Scopus, je peux chercher le nom d'une revue. Et consulter ces indicateurs d'impact, entre autres le CiteScore, dont je peux voir l'évolution à travers les années. Voilà, je vous ai présenté quelques indicateurs et vous voyez probablement dans quelles circonstances ça peut être utile. Ça pourrait vous aider à choisir une revue ou publier votre article, par exemple, ou bien à démontrer votre impact dans une demande de bourse ou de subvention. Mais les indicateurs bibliométriques ont certaines limites et c'est très important d'en parler. Ce n'est pas tout le monde qui en est conscient. D'abord, les pratiques de publication varient beaucoup selon le domaine de recherche. Et les indicateurs bibliométriques ne tiennent pas compte de ces différences. Par exemple, le nombre moyen de publications par chercheur varie beaucoup d'un domaine à l'autre. Pourquoi? Entre autres parce que le nombre moyen de collaborateurs ou de collaboratrices, lui aussi, varie beaucoup selon le domaine. Il y a des domaines où c'est pas rare qu'un article soit signé par des dizaines de chercheurs, alors que dans d'autres domaines, il y a rarement plus que 2 auteurs. Et forcément, on publie moins quand on n'a pas des dizaines de collaborateurs. Aussi, les types de publications varient d'un domaine à l'autre. Il y a des domaines où on publie presque seulement des articles. Et il y a des domaines où les livres sont un type de publication très courant et très important. Et un livre, ça prend généralement plus de temps à écrire qu'un article, bien sûr. Pourtant, les indicateurs bibliométriques, ça ne fait pas ce genre de distinction. Pour les indicateurs bibliométriques, une publication, c'est une publication, que ce soit un livre ou un article. Et donc, un chercheur qui publie des livres va souvent sembler moins productif qu'un chercheur qui publie exclusivement des articles. Ensuite, les pratiques de citation varient beaucoup, elles aussi. Il y a des domaines où les articles reçoivent plus de citations en moyenne et d'autres domaines plus petits ou des domaines en émergence où les articles sont moins cités. Il y a aussi ce qu'on appelle la demi-vie des citations. Dans certains domaines, la plupart des citations sont obtenues dans les 2 années suivant la publication. Dans d'autres domaines, les citations prennent beaucoup plus de temps pour s'accumuler. Et donc, comparer, par exemple, le facteur d'impact de 2 revues qui ne sont pas exactement du même domaine, ça peut mener à des injustices. Et finalement, les indicateurs bibliométriques sont manipulables.
Vous avez peut-être déjà entendu parler de cartels de citation, autrement dit des groupes de chercheurs qui s'entendent pour se citer mutuellement pour améliorer artificiellement leur indice H, augmenter leur nombre de citations, etc. Et il y a aussi des chercheurs qui abusent de l'autocitation. Ils se citent eux-mêmes excessivement parce que les indicateurs bibliométriques, bien souvent, ne distinguent pas les différents types de citations. Qu'on se cite soi-même, qu'on soit cité par une autre personne, il n'y a pas de différence. Et on pourrait citer bien d'autres limites. Les jeunes chercheurs, par exemple, ont eu peu de temps pour publier des articles et recevoir des citations, ce qui pourrait les désavantager par rapport à leurs collègues qui ont plus d'années d'expérience en recherche. Bref, vous voyez que les indicateurs bibliométriques, ça peut sembler objectif, mais ça montre seulement un aspect de la réalité, un aspect parfois très limité de la réalité. Les indicateurs bibliométriques, donc, ne disent pas tout. Ils sont une mesure parfois utile, mais toujours imparfaite, de la productivité et de l'impact, et donc de la performance scientifique. Et on ne devrait pas s'en servir comme indice de qualité de la recherche. Pour toutes ces raisons, dans le milieu de la recherche, on reconnaît de plus en plus l'importance de valoriser différentes formes d'impact et différents indicateurs d'impact, pas seulement les citations. Cette idée, on la trouve entre autres dans la Déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche, ou DORA, qui a été signée par beaucoup d'institutions du monde entier, y compris des universités et des organismes subventionnaires canadiens. Et les organismes de financement de la recherche canadiens se dirigent à l'heure actuelle vers des modèles de CV descriptifs pour évaluer les demandes de subventions et de bourses. Ces nouveaux modèles de CV insistent moins qu'avant sur la quantité de publications ou le nombre de citations reçues et font plus de place qu'avant à d'autres indicateurs d'impact ou de production. Les indicateurs bibliométriques dont je vous ai parlé, ça témoigne d'un impact scientifique. Un article qui a reçu 100 citations, par exemple, a eu un certain impact dans le monde scientifique, étant donné que d'autres chercheurs l'ont cité. Mais est-ce que c'est possible de mesurer l'impact social de la recherche? Autrement dit, l'impact qu'un chercheur ou une publication, par exemple, ont sur l'économie, le discours médiatique, les milieux de pratique, par exemple. Eh bien, c'est quelque chose de difficile, bien sûr, mais c'est de plus en plus courant, de plus en plus nécessaire de mesurer l'impact social de la recherche. Le Fonds de recherche du Québec, le FRQ, indique par exemple que son nouveau modèle de CV descriptif permet de mettre en avant les impacts sociaux de la recherche. Autrement dit, on demande de plus en plus aux chercheurs de mesurer et de démontrer leur impact social. Et la bibliométrie nous offre quelques outils pour mesurer cet impact social. La méthode la plus connue, c'est de repérer les mentions ou les citations d'une publication scientifique sur des sites web ou dans des documents non scientifiques, dans des brevets par exemple, dans des politiques ou des lignes directrices, dans des médias sociaux comme Facebook, Twitter, Blue Sky, sur des sites de nouvelles, dans Wikipédia, etc., etc. Ces mentions peuvent nous indiquer que l'impact d'une publication n'est pas limité au milieu scientifique, mais qui est aussi visible dans la société. Aller chercher toutes ces données manuellement, bien sûr, ça peut prendre du temps. Mais il existe des outils, des agrégateurs de données qui ne sont pas parfaits, mais qui font une bonne partie du travail pour nous. Altmetric, c'est le plus connu de ces agrégateurs de données. Ça permet de voir sur quel site web un article a été mentionné. Mais il faut garder en tête qu'Altmetric ne repère pas toutes les mentions sur le web. Les données ne sont pas exhaustives. Et pour être repérées, les mentions doivent contenir un identifiant unique qui renvoie vers la publication, un DOI par exemple. Les mentions qui ne contiennent pas d'identifiant unique de la publication seront donc pas repérées. Pour faciliter l'accès aux données d'Altmetric, la bibliothèque de l'UQAR a créé un outil qui est dans son guide de bibliométrie. On entre simplement un DOI dans le champ de recherche et on est dirigé vers une fiche créée par Altmetric où on voit sur quel site web, sur quelle plateforme la publication a été mentionnée. Après, on peut aller consulter et analyser ces mentions et voir dans quelle mesure elles témoignent d'un impact social. Ces données sont généralement disponibles sur le site web de l'éditeur. Dans le guide de bibliométrie, on a aussi une boîte à outils qui explique comment obtenir des données sur l'impact social de vos recherches en allant au-delà d'Altmetric. Je vous invite à le consulter. Voilà, c'était un survol rapide de la première des deux principales approches en bibliométrie, mesurer la performance scientifique. On va maintenant se pencher sur la deuxième approche, cartographier la science. Qu'est-ce que c'est cartographier la science? Eh bien, c'est représenter visuellement la structure et les dynamiques de l'activité scientifique.
Et ces représentations visuelles nous permettent de repérer des tendances dans un ensemble de publications. Et ici, encore une fois, on utilise généralement des métadonnées de publications scientifiques, nom des auteurs, citations, nom des revues, etc. Pour rendre tout ça un peu plus concret, je vous donne quelques exemples. Voici d'abord un réseau de collaboration que j'ai créé dans le logiciel gratuit VOSviewer. Je suis d'abord allé chercher les métadonnées d'un ensemble de publications, tous les articles de la revue International Journal of Project Management. Puis, j'ai représenté ces métadonnées sous forme de réseau. Ce que ce réseau nous dit, c'est qui a publié avec qui. Donc, si deux personnes ont été co-auteurs sur un même article, elles seront rattachées par un lien. Ce genre de réseau permet de comprendre les dynamiques de collaboration dans un milieu donné. Et ça nous permet de repérer des personnes qui agissent comme des courroies de transmission dans ce milieu. On voit par exemple que l'auteur J. Rodney Turner est au centre de plusieurs sous-réseaux dans ce grand réseau de collaboration. C'est probablement un chercheur influent dans son milieu. Un autre exemple, un réseau de citations cette fois-ci, que j'ai créé avec le logiciel gratuit SiteNet Explorer. Ce que ce réseau nous dit, c'est qui a cité qui. Ici, chaque nœud représente une publication. On voit donc que l'article de 1974 de Porter a été cité 20 ans plus tard par l'article d'Ostroff, qui à son tour a été cité par d'autres publications. Ce genre de réseau nous permet de repérer des publications fondamentales et de voir leur rayonnement à travers les années. C'est un peu comme un arbre généalogique des publications scientifiques. Bien sûr, il y a une multitude de possibilités de cartographie. C'est un domaine extrêmement intéressant qui suscite de plus en plus d'intérêt. Pour visualiser des données bibliométriques, il existe différents outils. On peut bien sûr faire des graphiques avec Microsoft Excel, mais bien souvent, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser un outil spécialisé. Il en existe plusieurs. Certains, comme VOSviewer, sont gratuits. D'autres, comme Cival, sont payants, mais la communauté de l'UQAR peut y accéder gratuitement grâce à une licence acquise par l'université. De plus en plus de ces outils intègrent des fonctions d'intelligence artificielle, notamment pour faciliter l'analyse des visualisations. Pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais faire une démonstration dans OpenAlex et VOSviewer. Ces outils-là sont gratuits. Je vais d'abord obtenir des données dans OpenAlex, qui est un outil de recherche de publications scientifiques, puis je vais visualiser ces données dans le logiciel VOSviewer. Mettons que je m'intéresse à la notion de Leader-Member Exchange et que je veux savoir ce qui a été écrit sur le sujet. Eh bien, je cherche Leader-Member Exchange dans les champs titres et résumés. Comme ça, je repère toutes les publications qui contiennent cette expression dans leur titre ou leur résumé. Et je vais limiter les résultats aux publications parues entre 2015 et 2024. Comme ça, j'obtiens 3897 résultats. En cliquant sur un article, je vois différents indicateurs bibliométriques. Le nombre de citations reçues, par exemple. En cliquant sur le nombre qu'on voit ici, je peux voir les publications qui ont cité cet article. Je vois aussi l'impact citationnel normalisé, ou Field Weighted Citation Impact, qui me dit que cet article a été cité 9 fois plus que la moyenne de son domaine. C'est beaucoup. Je pourrais maintenant exporter les métadonnées de ces 3897 publications, par exemple en format CSV, pour ensuite aller analyser ça dans Microsoft Excel ou dans un autre logiciel. Mais pour cette démonstration, je vais prendre un raccourci. Je copie l'adresse URL et j'ouvre le logiciel VOSviewer. Je clique sur Create, je sélectionne Create a map based on bibliographic data. Je sélectionne Download Data through API. Je colle mon adresse URL. Et comme ça, VOSviewer va chercher les données, les métadonnées des publications directement dans OpenAlex. Et après quelques instants, comme on le voit, les métadonnées de mon ensemble de publications sont importées dans VOSviewer. Je clique sur Next et je vais maintenant créer un réseau de collaboration en sélectionnant Co-authorship et les auteurs comme unité d'analyse. Et voici mon réseau de collaboration. Chaque cercle représente un auteur. La taille du cercle correspond au nombre de publications de l'auteur. Plus elle est grande, plus les publications de cet auteur sont nombreuses dans mon ensemble de publications.
la proximité des cercles indique un lien de collaboration direct ou indirect. Et on voit aussi dans ce réseau qu'il y a des grappes de couleurs, des clusters. La grappe verte, par exemple. Ça, c'est comme un réseau à l'intérieur du réseau. C'est des auteurs qui entretiennent un lien de collaboration particulièrement fort d'après l'algorithme de VanceViewer. L'utilité de ce genre de réseau, c'est de comprendre les dynamiques de collaboration dans un certain domaine et d'identifier des personnes qui sont des courroies de transmission dans leur domaine, des gens qui font le pont entre différents réseaux de collaborateurs. Je peux aussi créer un réseau similaire avec des institutions ou des pays, par exemple, plutôt que seulement avec des auteurs. Ça permet de voir comment les pays ou les institutions collaborent entre eux. Tout ça, bien sûr, c'est possible parce que les métadonnées des publications nous indiquent le pays des auteurs et leur institution. Un autre exemple maintenant. Je vais créer un réseau de co-occurrence ou de mots-clés. Je clique sur « Co-occurrence ». Et voilà, j'obtiens un réseau de mots-clés que VanceViewer a extrait des titres et des résumés des publications. Si je veux diminuer ou augmenter le nombre de clusters, de grappes de couleurs, je peux aller sous l'onglet « Analyse » et changer la résolution, l'augmenter ou la diminuer. Les grappes colorées correspondent à des catégories thématiques. C'est à moi de les analyser, mais je pourrais par exemple demander à un chatbot, Gemini par exemple, de m'aider en m'indiquant le thème de chaque grappe de couleurs. Il suffirait de lui fournir une capture d'écran de ce réseau. L'utilité d'un réseau de mots-clés, c'est, par exemple, d'identifier les notions clés d'un domaine de recherche. Ça peut être très utile dans une revue de la littérature. Ce type de réseau me permet aussi d'identifier des sujets qui ont suscité beaucoup de recherches ou trop peu dans certains cas. Pourquoi? Parce que la taille des cercles indique la fréquence à laquelle le mot apparaît dans mon ensemble de publications. Un mot qui apparaît tout petit dans ce réseau est donc peu fréquent dans mon ensemble. Un troisième et dernier exemple maintenant. On va faire un couplage bibliographique. Je vais me limiter aux publications qui ont reçu un minimum de 10 citations. Et voilà. Ici, chaque cercle représente une publication. Et les publications sont organisées en réseau selon la similarité de leur bibliographie. Autrement dit, les publications qui citent les mêmes articles vont apparaître proches les unes des autres. Si je zoome sur cette publication, par exemple, je vois différentes publications autour d'elle qui partagent une bibliographie similaire. Et si leur bibliographie est similaire, leur sujet est probablement similaire aussi. Les petits cercles dans ce réseau, c'est des publications qui ont été moins citées. Et les plus grands cercles, c'est des publications qui ont reçu plus de citations. Donc, si je sais que cet article est intéressant pour moi, je peux en déduire que les autres articles à proximité, qui partagent une bibliographie similaire, pourraient eux aussi m'intéresser. Je pourrais consulter en priorité les articles qui ont été très cités, qui apparaissent donc plus grands que les autres. Ça pourrait être des publications fondamentales. Donc, vous le voyez, ce type de réseau, c'est très intéressant pour faire des recherches documentaires exploratoires, pour repérer des publications fondamentales. Et en analysant les grappes colorées, les clusters, je pourrais sans doute mieux saisir la structure intellectuelle de ce domaine de recherche, puisqu'il y a forcément un dénominateur commun pour chacun des clusters. Vous le voyez, la bibliométrie, ça ne se limite pas à la mesure de la performance scientifique. En particulier, les techniques de cartographie en bibliométrie peuvent nous donner un point de vue très intéressant sur un domaine de recherche. Et donc, je vous encourage à aller explorer par vous-même des logiciels de visualisation gratuits comme VanceViewer, SiteNet Explorer et Bibliometrix. On apprend assez vite à les apprivoiser. Et donc, bonne exploration et à bientôt.